Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'ASP, épisode hebdomadaire numéro 30. 30. Déjà, on passe à un nouveau cap. Ouais. Comment s'est passé tes 30 premiers épisodes? Trop bien. Excellent. Ouais, c'est clair, je les ai pas vus passer. Ça me fait un peu bizarre de me dire qu'on en a déjà fait 30. Ouais, j'ai du mal à me réaliser. rendre compte aussi. Surtout que là, on n'est même pas... Aussi, on vient de passer la moitié de saison. Ouais, c'est ça. Donc, ça annonce une autre moitié de saison. Encore avec plein d'épisodes, ça va être trop bien. Ouais. Ouais, bah j'ai hâte de continuer pour le coup. Alors, pour l'épisode 30, on avait prévu de regarder Hard Day. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on ne l'a pas trouvé légalement, du moins. Illégalement, je pense que je peux le trouver, mais j'ai pas envie d'aller en prison. Ou je n'ai pas envie de me prendre une amende. C'est ça. On va repiocher un film, là, en direct, tout de suite, dans l'avant-séance. Et on va tout de suite faire une avant-séance sur le film, à l'arrache, en fait. Voilà, ça va être un peu... Et on va aller regarder le film aussitôt. Donc ça va être la surprise du jour. En espérant qu'on le trouvera, celui-là. Ouais, c'est parti, allez, on pioche ça. Allez, 3, 2, 1... Jugatsu. Kitano. Ouais. Je valide. Je suis content. Tu m'étonnes. T'es prête? Bah oui. T'es prête pour Kitano? Tu l'as vu celui-là ou pas? Je crois pas, non. C'est celui où il y a une longue scène de baseball au début. Non, je crois pas que je l'ai vu. C'est aussi long qu'un match de MLB. Donc c'est tout ce que j'aime en fait. Tu m'étonnes. J'ai l'impression que tu l'as pas vu. Non, elle l'a pas vu celui-là. Bon, moi je l'ai pas vu, pardon. Donc moi j'ai hâte de le remater. Ouais, bah moi j'ai hâte de le découvrir. C'est du Kitano, donc je suis content. On tombe sur du Kitano en surprise. Et pour un 30e épisode. Pour un 30e épisode, ça c'est magique. C'est ça. C'est donc magique. Finalement c'était le destin. Ouais, ce 30e épisode il lui était réservé. Ah, c'est clair. Tout a été mis en place pour que ce soit lui. Et j'ai hâte de reparler de Kitano. Jugatsu, ça va être autre chose que... c'était quoi? Sonatine, merci. C'était... Ouais, ça va être autre chose. Ça va être... Non, peut-être dans la même lignée. Ouais, c'est dans la même lignée. Sauf que oui, bon, on en reparlera un peu plus dans la préséance parce que j'ai plein de choses à dire sur le film. Très bien. Moi, j'ai hâte de le découvrir. C'est parti, on va voir ça? Ouais. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Nous voici de retour. On a fini de regarder Jugatsu de Takeshi Kitano, sorti en 1990. Moi, je vais avoir beaucoup de choses à dire parce que c'est Kitano. Bah ouais, je sais. Je te laisse d'abord pitcher le film. Ouais, carrément. Et après, on rentre un peu plus dans les détails. Carrément. Donc, c'est l'histoire de Masaki, un jeune japonais qui est un peu blasé de sa vie entre son métier de pompiste et ses matchs de baseball. Et un jour... il se fait manquer de respect par un gars à son garage, son lavage auto. Un yakuza. Ouais, et c'est ce que j'allais dire. Qui en fait n'était pas juste un gars, c'était un yakuza. Donc forcément, quand il se défend, ça a des conséquences un peu plus graves. Voilà. Et donc il décide de faire un périple pour aller, chercher une arme à Okinawa. About the money.ちょっと何考えてんですか。いろんなこと考えてんだよ。3対 4X10 月3対 4X10 月3対 4X10 月3対 4X10 月3対 4X10 月
on va rentrer un peu plus parce que c'est assez compliqué comme film parce qu'il y a plusieurs récits en un seul. Ouais, bien sûr, mais après c'était plus pour la trame, on va dire générale. Il est pas facile à résumer. Ouais, puis surtout que je veux pas trop en dire sans que ce soit... C'est pour ça que je dis, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Il est pas évident à résumer, il est pas évident à expliquer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Mais commence, parce que sinon je vais monopoliser la parole jusqu'à la fin. Bon alors, au départ, j'avais voulu essayer de te dire que j'avais pas aimé le film pour voir ta réaction, mais en fait, je n'arrive pas parce que c'est pas possible de dire que je serais pas crédible de toute façon. Donc oui, j'ai adoré. Ok, bon, ça c'est déjà un bon point. C'était extrêmement bien. Moi, il y a vraiment la patte de Kitano qui est hyper agréable parce que c'est vraiment un cinéma qui est très authentique et qui lui est propre, donc c'est super appréciable. C'est pas un film copier-coller de plein d'autres trucs. Et même à travers ses propres films, je trouve qu'il se démarque beaucoup en fait. C'est qu'il y a vraiment sa patte cinématographique, mais en plus de ça, il y a toujours des différences. Donc ça, c'est bien. Non, mais moi j'adore l'évolution du personnage de Masaki. Personnage lunaire. Ouais, mais puis même, je trouve que l'évolution, elle est extrêmement subtile et en même temps hyper violente. Et hyper grande. C'est-à-dire qu'en fait, les changements vont paraître vraiment presque anecdotiques, presque vraiment impossibles à détecter. Et en même temps, en fait, la conséquence, l'évolution, elle est folle, quoi. Ouais, alors oui, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est... c'est dur, ça va être dur d'en dire beaucoup plus parce que j'ai tout de suite envie de te débunker, en fait. Avec le côté évolution que tu... Oui, avec la scène de fin. Voilà. Oui, j'ai compris. Mais dans le film, justement, c'est-à-dire que même ça... comment dire ? La scène de fin, elle amène un message et une lecture différente de tout le film. C'est que c'est une scène miroir, en fait, entre la première scène du film, la scène d'ouverture. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est une scène qui est complètement identique, avec quelques petits twists, histoire de donner une lecture différente. Oui. Bon, déjà, je pense que le fait de dire que c'est... que le début et la fin, c'est une scène miroir, je pense qu'il faut pas en dire beaucoup plus parce que sinon ça va... Plus loin. Mais après, c'est ça qui est difficile, en fait, d'en parler dans ce film. Parce que, le personnage de... Masaki, merci. Dès le début du film, on voit que c'est quelqu'un qui... C'est un personnage lent, en fait. C'est un personnage qui subit la vie, en fait. Ouais, mais c'est quelqu'un qui veut rester toujours en retrait et qui a du mal, en fait, à s'imposer dans la vie. Que ce soit en tant que joueur de baseball, en tant que pompiste, en tant que personne, tout simplement. Ouais, mais c'est même pas... Moi, je trouve que ça va au-delà de juste s'imposer. Parce que tu regardes la première scène du film, qui est justement, comme tu disais en avant-séance, la scène d'ouverture du match de baseball. Masaki, il va faire, si on lui dit précisément ce qu'il doit faire. On lui dit, va là-bas, il se lève, il y va, mais il fait rien d'autre. Il se met c'est ça, il là où subit il est. La vie, en fait. Mais pas forcément, parce que c'est vraiment genre, en fait, il est tellement en mode, comme tu disais, déconnecté, qu'en fait, si on lui dit pas clairement ce qu'il doit faire, s'il doit aller chercher les balles, il va chercher les balles. Mais si on lui dit juste une action assez ouverte, dans le sens, il y a un sous-entendu, il va pas y aller, quoi. C'est vraiment le truc de dire... Il interprète limite un personnage autiste, en fait. Ouais, presque, ouais. Je me suis posé la question, justement, sur la scène d'ouverture. Est-ce que c'était vraiment un trait neurodivergent ou est-ce que c'est plus qu'il est blasé de la life ou autre chose comme ça. Je pense que c'est dans le cinéma de Kitano, il aime souvent donner à son premier rôle, surtout dans la deuxième partie de son cinéma, deuxième partie. Je vais dire après Violent Cop, parce que Violent Cop, ça reste le premier film qu'il a réalisé, mais Jugetsu, ça reste le premier vrai film qu'il a fait. Parce que Jugetsu, c'est l'après Violent Cop. Okay. Violent Cop, c'est le film, je sais pas si on en avait parlé. Oui, si je me souviens bien, il était... à la base, c'est censé être un autre réalisateur. C'était Kenji Fukasaku qui devait le réaliser. Et lui, il a juste repris la main sur la réalisation. Il y avait déjà la trame qui était déjà dessinée. Et lui, il a commencé à apporter une petite patte derrière, que ce soit au niveau du scénario et surtout au niveau du visuel. Jugetsu, c'est le premier film qu'il écrit, qu'il réalise, qu'il monte lui-même. Ouais, donc c'est vraiment la vision de Kitano du début à la fin. Quoi. La vision de Kitano qu'on verra par la suite de son cinéma vient de Jugetsu. Ouais, ok, d'accord. Pas forcément de Violent Cop. Violent Cop, visuellement, oui.
mais pas sur les thématiques du film. Ok. Là, sur Jugatsu, en fait, toutes les thématiques qui est propre à Kitano, que ce soit la contemplation, la violence, ouais. les situations comiques fulgurantes, tu vois, et même les scènes fulgurantes aussi. Les actions-conséquences. C'est ça. C'est les trucs où t'as une situation ou une action, t'as un blanc de 2 secondes et après tu vois la conséquence de l'action. Bah, c'est l'ellipse à la Kitano, en fait. Ouais, c'est ça. Et... Il a des ellipses franchement, qui vont carrément commettre une rupture de ton. Ouais. Que ce soit, comme tu dis, pour une scène comique, où en fait, on va avoir le début d'une scène, et on va juste voir la conséquence. Ouais. On va pas voir ce qui se passe entre deux. En fait, il y a l'ellipse humoristique qu'il met souvent dans ses films, qui est vraiment propre à lui. Ouais, qui fonctionne très bien. Qui fonctionne trop bien, parce que lui, il a aussi un sens... il a un tempo comique. On le connaît tous. Au Japon, il est connu aussi pour son côté un peu clown, tu vois. C'est un peu l'humoriste phare du Japon dans les années 70-80. Donc, tout le monde l'attendait sur ça. On y arrive avec ces films parce qu'on voit souvent des fulgurances de comédie entre des scènes de contemplation, entre des scènes de violence. Il est capable d'instaurer ça et de nous faire rire sur des scènes qu'on a pu... soit... c'est difficile d'exprimer en fait tout ce qu'il arrive à mettre dans son cinéma. Parce qu'en fait, c'est bourré de fulgurance, tout simplement. Ouais, et moi je trouve aussi qu'il y a la façon de filmer des scènes complètement différentes. Donc par exemple, une scène de contemplation très, tu vois, un peu arrêtée dans le temps, très posée, des choses comme ça. Et très tranche de vie, c'est vraiment des actions du quotidien des personnages. Donc pas d'impact sur la narration ou d'effets particuliers. Et après, des scènes de violence très fortes, et ben en fait, le fait de le filmer avec la même intensité, je trouve que pour le coup, ça va amener beaucoup plus de violence dans ces scènes-là, en fait. C'est clair. Parce que ça va j'ai du mal à expliquer exactement la sensation que ça m'a fait, mais j'avais déjà parlé un peu de ça dans Sonatine, mais là, je trouvais que c'était vraiment marqué, parce qu'il y avait vraiment des scènes où, tu sais, t'as la même... lenteur dans l'image, la même façon de cadrer, tu vois, un peu les mêmes plans, et en fait la scène à l'intérieur est complètement différente au niveau de l'intensité de la violence, mais le fait que ce soit filmé pareil, ça va pas diminuer l'impact de la scène violente. Au contraire, je trouve que ça va la faire augmenter et nous mettre dans une situation où on est beaucoup plus mal à l'aise, en fait. Et je trouve qu'un parti pris qui fonctionne super bien, quoi. C'est clair. J'avais balancé le sujet, tout ça, pour dire... putain, c'est parti. Voilà, c'est parti. En fait, je t'ai laissé basculer sur ma critique. Désolé, j'ai dit, juste après toi, je vais balancer ce pourquoi, en fait, j'avais parlé de ça. Et j'ai complètement oublié. Tu parlais de la patte de Kitano. Non, en fait, c'était tout ça pour dire que, en fait, Kitano, ses personnages principaux, ils sont toujours lunaires, déconnectés de la réalité. Tu regardes dans ce film-là, le personnage ne parle quasiment jamais. Ouais, c'est on ça. n'entend jamais le timbre de sa voix. Dans son film d'après, Son of the Sea, c'est un personnage sourd et muet. C'est ça. Dans Kid Returns, le héros principal, on l'entend jamais. Ouais, c'est beaucoup de personnages aussi introvertis. Ouais. C'est que tu sens qu'ils vont beaucoup observer ce qu'ils font. Et c'est aussi des personnages qui vont beaucoup servir le cinéma de contemplation qu'il fait. Bien sûr. Et en fait, ce qu'il sait faire avec ces personnages principaux-là, qui sont complètement quasi mythiques, quoi, c'est les jeux de regard. Ouais. En fait, il arrive énormément à faire passer de l'empathie et des dialogues et une puissance d'écriture de personnages à travers les regards de ces acteurs. C'est ça. Je suis curieux de voir, parce que même si je suis fan de Kitano, j'ai jamais vu vraiment de documentaire ou comment en fait il dirige ses acteurs. J'ai l'impression qu'en fait il laisse une énorme liberté à ses acteurs. On lui dit juste, tiens, tu te mets devant la caméra, on te donne une émotion à jouer, tu le fais comme tu peux, moi je m'occupe du reste. Ouais, c'est clair. Quand tu regardes un film de Kitano, t'as l'impression souvent pas de voir un personnage jouer, mais tu vois l'acteur jouer en fait. Ouais, je sais ce que je veux dire. J'arrive vraiment à ressentir que l'acteur, en fait, il est devant la caméra et que lui-même, il est paumé, en fait.
Il est paumé par les directions, sans doute de Kitano, par la direction du film en lui-même. Tu sens que l'acteur, en fait, en lui-même dit « Attends, je suis en train de tourner un film, mais je ne sais pas vraiment ce que je fais. Ouais. Et on me demande de faire quelque chose, et je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. » Et tu sens vraiment le regard perdu des acteurs. Et en fait, je me demande si Kitano, en fait, il n'est pas un peu... comment dire, un peu joueur avec ses acteurs. Ouais, Ils doivent leur mettre sur des fausses pistes, laisser de les, comment dire, de les mindfucker un peu, de dire ah tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ouais, mais ça va pas avec ce que moi j'ai lu dans le scénario. Et limite, en fait, les acteurs, t'as l'impression qu'en fait ils se retrouvent devant la caméra, genre ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais là? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en fait, tu vois les acteurs souvent les bras ballants en train d'attendre ce qu'ils doivent faire, quoi. Et le regard perdu au loin. Ouais. Et là, tu dis, ouais, mais voilà. En fait, je vois pas un personnage d'un scénario écrit, je vois un acteur jouer un personnage. Ouais, et là, tu le vois complètement. Et alors, mais limite, en gros, c'est aussi on a l'impression qu'il doit filmer super longtemps les personnages pour que justement l'émotion, elle évolue et qu'il garde le moment où t'as juste le petit switch qui fait que... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le genre de réalisateur, tu sais, un peu comme Terrence Malick, où en fait, tu vois, Terrence Malick, il est connu pour... beaucoup de contemplation. Beaucoup de contemplation et surtout filmer des heures et des heures de films. Okay. Et quasiment couper 80% de son film pour en faire un film de 3 heures. Donc c'est pour dire... les rushs qu'il a. Voilà. C'est pour dire tout ce qu'il filme. Et j'ai l'impression que Kitano, il fait pareil. J'ai l'impression qu'en fait, il fait vivre en fait il fait vivre les acteurs, il fait vivre l'environnement et leur demande allez hop, là je dis action, mais je vous dis pas quand est-ce que je coupe. Et j'ai l'impression en fait hop, on filme des situations, on essaie de mettre et une fois coupé, hop, après on essaie de prendre ce qu'on veut pour le film, ce qu'on veut pour le regard du personnage et ainsi de suite. Enfin bref, là c'est vraiment un sentiment, mais c'est un sentiment fantasmé que je donne, tu vois, c'est peut-être pas forcément ça, mais moi quand je regarde du Kitano, j'ai l'impression de voir ça justement. Ouais, et même moi, j'irais même à dire qu'il y a de l'impro, en fait. Tu vois, je repense à Sonatine et tu vois, les scènes où il se trouve des occupations. Bah, tu sens que limite, la caméra est là, au bout d'un moment, tu l'oublies et tu sais qu'il faut que tu t'occupes et tu... Mais tu vois, Sonatine, pour moi, c'est le point culminant de la filmographie de Kitano. Parce que tout ce qu'il a commencé à mettre dans Jugatsu, tout ce qu'on a dit, hein, le temps suspendu, les ellipses comiques, les ellipses même dramatiques, de violence, les gros points violents qui arrivent comme ça subitement dans le film. Même tous les décors, la plage qui revient aussi dans Sonatine, qui revient dans le 3e film avec Sen Atsushi, c'est toutes les thématiques que chérit Kitano. Et en fait, même si tu vois, pour moi, mon chef-d'œuvre à moi de Kitano, ça reste Sen Atsushi, pour moi, Sonatine, c'est la quintessence de tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si, tu vois, il y a beaucoup de films derrière, tu vois, il a été surtout connu pour Hanabi, parce que tout le monde le considère comme son chef-d'œuvre. C'est pareil, ce film-là, je le mets très haut. Ou L'été de Kikujiro, tu vois, dans le côté contemplation, relation de personnage, où vraiment il a amené quelque chose d'énorme dans son cinéma. Mais pour moi, en fait, Sonatine, ça reste vraiment le film où il a su maîtriser tous les points. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Contemplatif, dramatique, violence. Et il y a un équilibre dedans qui fonctionne très bien, quoi. Et déjà, dans celui-là, moi, je trouve que cet équilibre-là, il est excellent. Il est déjà bien maîtrisé pour un premier film. Et pourtant, il va dans tous les sens. Ouais, il y a, comme tu disais, il y a plusieurs récits. Donc, il y a le récit de Masaki qui va être avec donc, l'équipe de baseball. Tu vois après, donc, si j'ai bien compris, c'est le patron du club de baseball. Ouais, en fait, alors... Qui est un ancien Yakuza. Maintenant, on va essayer de parler un peu du film quand même, t'as raison. Oui, donc en fait, le film, il s'ouvre sur une scène une scène de baseball. C'est ça. Un match de baseball, en fait. Et sur le banc, en fait, on voit un couple. Donc, on voit un mec qui est assez nerveux, qui gueule sur tout, tout le monde. Joueurs, voilà, les joueurs, l'arbitre et tout, voilà. Et en fait, lui, c'est l'entraîneur de l'équipe. On apprend plus tard que c'était un ancien Yakuza. Ouais. Et dans cette équipe, il y a Masaki, justement, qui est un joueur remplaçant. Ouais, qui est vraiment là sur le banc. Voilà, donc ramasseur il est là pour faire ramasseur de balles, pour être coach de base. Enfin, là, je parle baseball, hein, mais là, je vais perdre la moitié. En gros, c'est le gars qui est à côté, à l'extérieur du terrain, et qui va dire aux gens « cours » ou « arrête-toi ». C'est un
un coach secondaire en fait qui dirige les joueurs qui sont en attaque et qui sont sur des bases. Voilà, ceux qu'on tapait la balle à la batte. Et en fait, c'est le coach qui doit décider de dire bah tiens, vas-y, cours, rentre marquer le point ou reste à ta place, bouge pas. Voilà, enfin bref, là c'est pareil, même expliquer comme ça, j'ai l'impression de... Parce que, alors je vais expliquer un truc, une petite anecdote de ma part. Ouais. Jugatsu, je l'ai vu la première fois il y a quasiment une vingtaine d'années. Ok, ah ouais, ça date. Le film, j'avais vu, je connaissais rien au baseball. Rien du tout. Ouais. Pour moi, c'était un sport, je sais pas, de loin en fait, ça m'a tiré, mais je ne connaissais pas du tout les règles. Tu sais pas ce qu'il faisait. Voilà. Okay. Quand je suis tombé sur ce film-là, j'ai dit, il y a des scènes de baseball, trop bien, vas-y, je vais découvrir un peu. Sauf qu'en fait, le film, il n'est pas là pour t'expliquer ce qu'est le baseball. Non. Il est là pour ceux qui connaissent le baseball. Donc, moi, à l'époque, je regardais ça, je voyais des scènes de baseball, je me dis, ok, je comprends que dalle. Mais rien du tout. Ouais. Le film, je l'ai revu, je crois, ce film-là, j'ai dû le voir, là, avec le visage de ce soir, ça doit faire la 4e fois que je le vois. Ok. Et la première fois que je l'ai vu, après mon non-expérience en baseball, justement, c'est quand j'ai commencé moi-même le baseball. Et là, toute la scène a pris une ampleur différente. J'ai tout compris. Et même là encore aujourd'hui, quand je l'ai vu... En plus, le film, là, on l'a regardé là, mais je l'ai regardé il y a moins d'un an que ça. Je l'ai regardé il y a quelques mois. Là, j'ai percuté cette fois-ci. Je me dis, bah oui, mais en fait... Les scènes de baseball là, je les comprends parce que je pratique le baseball. Je savais ce qui se passait. Je me dis tiens, bon bah là ils sont en attaque, il y a un joueur qui est sur la première base, là il tape, hop, là il peut aller en 3e base, il peut marquer le point. Voilà, j'avais toutes les billes, j'avais le côté technique du baseball. La première fois que j'avais rien pigé. Donc là je suis en train de m'imaginer la majorité des personnes qui regardent le film. Donc là pour le coup on va parler des Français. Les Français qui vont regarder le film. Putain, je me dis, il y a 95% des personnes qui vont rien piger. Surtout que dans la première scène, il n'y a pas beaucoup de plans où on voit réellement ce qui se passe sur le terrain. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de plans du banc, de portraits de joueurs, mais en fait, on ne voit pas ce qu'ils font vraiment. Ouais. Donc, il y a très peu de plans d'ensemble du terrain, et donc, comme tu dis, la position des joueurs, ce qu'ils sont censés faire, et qui est qui, en fait, tu vois, aussi. Et non, franchement, j'ai trouvé, justement, pour une scène d'ouverture de baseball, j'avais pas fait ce rapprochement, au fait, que ce soit vraiment pour des initiés. Moi, je suis pas initiée, mais avec toi, forcément, je connais quand même les bases. Mais ouais, je trouvais que c'était aussi culotté de se dire, bah voilà, on fait un film qui s'ouvre sur une scène de baseball, la scène dure longtemps, et pourtant, on montre très peu de baseball. Ouais. Tu vois, mais alors, tu vois, je suis pas d'accord. C'est pas comment... Pour moi, on en montre assez. Oui, on en montre... ce que je veux dire, on montre très peu, c'est-à-dire que c'est pas une scène attendue. C'est-à-dire quand tu ouvres sur un film sportif qui s'ouvre sur une scène sportive, tu t'attends à ce que tu vois, que ça mette en lumière les scènes, les passes de jeu, les scènes de façon très, on va dire, académique. Et là, je trouve que justement, c'est une façon de montrer le sport qui est extrêmement vrai et réaliste, parce que justement il y a ne serait-ce que le discours du banc, tu vois, tu sens que c'est pas écrit et surjoué ou quoi que ce soit, et en même temps moi je trouve que ça fonctionne très très bien, mais c'est quand même un parti pris qui est singulier, en fait, qui est pas quelque chose que t'attends dans un... Là tu soulèves quelque chose d'intéressant, parce que pour moi la scène de baseball qu'on voit dans Jugatsu, c'est l'une des scènes de sport les plus réalistes que j'ai vues au cinéma. Tu regardes ne serait-ce qu'un film en France où on va parler de foot, c'est difficile de filmer un sport, c'est difficile de filmer du foot. La majorité des films de foot qui sont sortis, ne serait-ce qu'en France, en Angleterre ou en Europe, c'est pas très bon. C'est pas très beau à voir. Et c'est souvent mal fait. Je vais prendre un exemple. Récemment, on a regardé la série Ted Lasso. J'ai pensé à la même chose que toi. Ted Lasso, la série, je l'adore, mais les scènes de foot, elles sont pas terribles. Elles sont pas terribles. Elles sont pas là pour... Voilà, de toute façon... Après, moi, clairement, j'ai pas assez de connaissances dans le cinéma. Mais elles sont pas réalistes et elles sont mal filmées, et t'y crois pas, en fait. Ouais, je suis d'accord, ça fait très... Les phases de jeu, t'y crois pas. Ouais. Et après, tu peux aller jusqu'aux États-Unis où tu vas parler un peu de foot US où tu vas voir des matchs de hockey, tu vois. Après, match de hockey, tu vois, les petits champions, ça marchait bien à l'époque, tu vois. Mais après, je pense que ça dépend aussi dans quelle catégorie va se mettre le film. Est-ce que c'est pour montrer le spectacle du sport ou le côté... C'est ça. Est-ce que c'est un film sportif, déjà? Ouais, c'est ça. Ou le côté, on filme du sport, mais c'est pas... on va pas montrer la pratique comme quelque chose d'exceptionnel, le spectacle, et donc on va forcément montrer des phases de jeu, comme tu disais, qui sont pas réalistes.
Ou au contraire, là, moi je trouve dans Jugatsu, c'est vraiment... Bon, clairement, moi je me suis revue sur le terrain quand j'allais voir tes matchs, où t'es sur le banc et puis tu discutes avec les gens et puis tu t'encourages les joueurs, quoi, tu vois. Je me suis vraiment ressentie comme ce réalisme-là, quoi. Vraiment, tu te dis, oui, on y est, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien. Et après, moi, je reste persuadé qu'il y en a qui vont rien... Ouais, c'est vrai que pour des personnes qui... Mais après, faut pas oublier qu'au Japon, c'est le sport numéro 1, le baseball. Ouais, donc ils n'ont pas besoin. Le public japonais qui vont voir ça, forcément, je dis pas tous, hein, mais la majorité vont être initiés à ce sport-là, donc ils vont comprendre les codes du truc. Mais bon, comme on l'a dit, le baseball, il est pas là pour faire avancer l'histoire. Ah non, complètement. C'est vraiment plus pour donner le hobby du gars, quoi. Même pas forcément le hobby du gars. C'est plus un kiff de Kitano. Ah oui, bien sûr, mais on va dire dans l'histoire. Kitano s'est fait un kiff, mais je veux dire, dans l'histoire de Jugatsu, le principe des scènes de baseball, c'est juste de montrer en gros la vie de Masaki, en fait. Ouais, mais tu vois, même Masaki, moi j'ai pas l'impression qu'en fait il kiffe le baseball. Hein. Ah non, clairement pas. Je te dis, en fait, il est là, mais c'est comme si. Mais il est là parce qu'on lui a dit d'y aller, en fait. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi je trouve que c'est intelligent de Kitano de mettre des scènes avec une activité sportive. Des scènes au travail, des scènes dans sa vraie vie, en fait, en dehors, où il fait de la moto, où il boit un café, où il rencontre sa copine. Mais en fait, toutes les scènes, c'est la même chose, en fait. C'est le mec qui s'ennuie, il sait pas quoi faire. Il est là et t'as l'impression qu'en fait, il attend que le temps file, c'est tout. C'est ça. Et le seul moment où il va s'énerver, c'est le moment où il va frapper le Yakuza. Ouais. C'est même pas pour se défendre lui. C'est même pas violent, en fait. Déjà, effectivement, c'est pas violent, mais c'est même pas pour se défendre lui. C'est pour défendre son chef et puis la boîte sous laquelle il travaille, quoi. Parce que lui, au départ, il s'est fait bolosser, il a rien dit. Mais je veux dire... Mais là, non, moi, je vois plus ça comme... Là, pour le coup, c'est le titre anglais qui va parler, tu vois, le boiling point. Ouais. Tu vois, le côté surchauffe, tu vois, le côté je bouillonne. Bah, c'est ce moment-là, en fait. Et c'est ce moment-là qui fait basculer le film dans ce qui va être par la suite. Donc, une quête de vengeance, quoi. Une quête de vengeance, voilà. Parce que j'allais partir dans l'extrême violence et tout, mais c'est pas vraiment ça, le film. Alors, c'est violent, et ça peut être graphique, mais après, c'est toujours ça, en fait. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas si il y a un jugement de valeur particulier à mettre, mais... en fait, depuis... on va faire des trucs 10 fois plus violents. Bien sûr. Forcément, si tu veux, ça fait soft. Mais en soi, ce qui est montré, oui, ça peut quand même être... bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il arrive à montrer Kitano, dans la violence, je parle, c'est toutes ces fulgurances entre des scènes de contemplation ou des suspensions de temps, où, par exemple, tu vas avoir une scène sur la plage où il joue à la balle, tu vois, il joue au baseball entre filles et garçons, tu vois. Là, t'as le temps qui est complètement suspendu. T'as tout qui retombe. Tout. Ouais. La violence, là, tu juste place à la contemplation, une plage à Okinawa, tu joues à la balle, t'as le bruit des vagues. C'est tout. Ouais, c'est ça. Et après ça, tu repars tu commences à monter un peu en mélancolie, en questionnement, et après tu retournes dans l'extrême violence, pour retomber après sur la contemplation, revenir sur la mélancolie, et ainsi de suite. Tu vois, t'as des fulgurances comme ça, t'as des ruptures de ton qui sont propres à Kitano, tout simplement. Ouais, et puis il nous embrouille sur ses personnages. Ouais. Ça va, son personnage incarné par Kitano, qui est donc pas un second, mais je veux dire un petit chef d'un autre gang. Ouais, mais c'est un Yakuza. C'est un Yakuza, mais voilà, qui a du monde sous lui, on va dire, mais qui doit de l'argent et tout, mais en fait c'est un parfait connard. Je veux dire, c'est un gros psychopathe. C'est ça. C'est quelqu'un qui gère pas sa violence. C'est ça. Et qui est complètement... qui est aussi violent par ennui, en fait. Tu sens que des fois il se fait chier. Comment dire... Il est complètement imprévisible. Tu sais pas ce qu'il va faire. Le côté imprévisible, c'est ça. Tu dis mais... Tu sais pas ce qu'il va faire. Des fois, enfin au début, Et moi je trouve que c'est encore une fois hyper intelligent de Kitano. Parce que Kitano, comme on l'a dit au début, c'est un clown. Ouais, c'est ça. C'est un humoriste. Et il était connu pour ça. Voilà. Beaucoup, ouais. Il est arrivé dans Violent Cop où il joue déjà un policier très borderline, très violent. Donc il a commencé à avoir un peu une critique où tout le monde dit voilà dans quoi il va, qui c'est pas le Kitano qu'on connaît. Donc au Japon, tu vois, il commençait à avoir déjà une contre-réputation, quoi. Ouais. Quand il a sorti son propre film, tout le monde l'attendait, s'est dit t'as
T'as eu les pros Violent Cop qui se sont dit waouh, il a proposé un film d'action mais de dingue et avec de la violence, avec des trucs. Waouh, on va l'attendre. On attend son prochain film avec impatience. Derrière, contre-pied parfait. Enfin, parfait pour le cinéma, on va dire. Ouais. Mais contre-pied pour les spectateurs qui attendaient un Violent Cop bis, tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Parce que là, il a vraiment mis une patte où il va mettre en place vraiment tout ce qu'il maîtrise dans la mélancolie et dans la contemplation. Ouais. Avec toujours ces petites phases de violence. Ouais. Et t'as le côté où l'autre moitié de la population qui attendait que Kitano fasse un film comique. Et même si tu vois quelques phases de comédie, tu vois, juste pour rappeler... C'est pas que comique, ouais. Voilà. Et que lui-même, il joue un personnage, mais complètement... mais détestable. Ah, mais complètement. Détestable. Et là, tout le monde se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Et ce que je trouve qui est justement très intéressant, c'est que dans le film, il va jouer avec notre vision de son personnage. Ouais. Savoir, est-ce que on doit l'apprécier, c'est-à-dire qu'il y a des moments au début, tu vois, t'as l'impression que c'est un gars, voilà, yakuza, mais voilà. Et puis ça descend, et puis il y a des moments il remonte, puis après il redescend. Mais oui, non, mais en fait... mais jusqu'où ? Et comme tu dis, c'est imprévisible. Je dis, il y va. Il attend qu'on l'aime le personnage ou qu'on le déteste, parce que mais là, non, mais c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas fini ce que je voulais dire. Tout ça, en fait, pour que Kitano se crée ce personnage-là, et le contre-pied dans son personnage, c'est de dire voilà, je suis Kitano. Je suis le clown que vous attendez. Je commence doucement, tu vois, où on va essayer de créer une petite empathie sur mon personnage. Ouais. Mais après, je vais basculer dans un personnage ultra sombre, mais sadique, psychopathe, détestable, tout. Il n'y a pas assez de termes, il y a pas de termes assez forts pour décrire le personnage qui joue. Et là, je suis en train d'imaginer la population qui attendait de voir le Kitano qu'ils connaissaient, quoi. C'est clair. Limite scandaleux, quoi. Ah ouais. Le scandale, je le vois déjà. J'ai pas les journaux sous la main, mais en 90, ça a dû faire couler de l'encre sur le papier. Mais Kitano, c'est bien ce qu'il a fait. C'est vraiment bien. Ah ouais. On a souvent la comparaison aux États-Unis avec des personnages de sitcom ou de séries, tu sais, qui sont devenus ultra populaires. Par exemple, des personnages de Friends ou même des personnages dans Harry Potter, tu vois, qui ont du mal. Les personnages qu'on fait des longues séries, le même personnage, et qui ont eu du mal à sortir un peu de leur rôle. Ouais. Kitano, ce qu'il a fait là, mais il y a personne d'autre qui l'a fait. Souvent, ceux qui ont réussi à sortir de leur propre rôle, ils ont justement fait un grand écart avec les rôles un peu d'enfants gentils. Et aux États-Unis, là, aujourd'hui, il y en a un qui a réussi à le faire, c'est Jordan Peele. Jordan Peele, c'était quelqu'un qui était connu pour ses situations comiques qu'il a proposées aux États-Unis. Et quand il a commencé à réaliser ses films, tout le monde s'attendait à des films comiques. Ah ouais, c'est pas comique. Et finalement, non. Il a pris un contre-pied parfait. Ouais. Et il a réussi à sortir de son personnage, justement. Mais en plus, moi, je pense que déjà, je trouve qu'on peut avoir de l'humour, en fait, dans de la violence, sans dire que la violence sera drôle, mais en fait, il y a un cynisme et il y a beaucoup de scènes où en fait qui peuvent être violentes, mais où tu ris jaune en fait, mais où tu comprends qu'il y a des choses qui sont décalées, il y a de l'absurde qui peuvent se mettre. Oui. Et puis après, on peut reparler par exemple du film de The Voices qu'on a fait en hors-série, où voilà, on parle d'un personnage qui est extrêmement violent, extrêmement avec des problèmes mentaux extrêmement forts, donc très très psychopathe, instable, quoi, très instable. Mais le film est drôle. Donc en fait, l'humour, il peut se mettre partout. Il peut, carrément. Mais il faut aussi, que ça soit fait intelligemment. Tu peux aussi aimer le personnage que tu as fait en humour, mais aussi aimer des thèmes beaucoup plus sombres. Et après, tu peux switcher de bord, en fait. Et c'est pas forcément... Et là, le switcher de bord, c'est vraiment le terme exact pour Kitano dans le film. Pour imager un peu... le rôle il joue le personnage de Uehara, ouais, c'est ça. Ouais, enfin bref, Kitano, quoi, il joue un personnage de Yakuza complètement barge. Il est capable d'être ton meilleur grand frère dans une scène et derrière te violer. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Voilà, pour montrer le côté switch, comme tu dis, du personnage. Et le mec, il sera capable de violenter mec ou meuf, il serait capable de violer mec ou meuf. C'est ça. Il a pas de limite. C'est ça. Il est complètement instable, ce personnage-là. C'est ça. Et pourtant, la scène d'ouverture avec lui et le début de son apparition,
t'es vachement en empathie avec lui. Carrément. En fait. T'as qu'une seule envie, c'est qu'il arrive à trouver l'argent pour rembourser Bien ses sûr. dettes, qu'il s'en sorte, ou qu'il se rebelle contre son clan et qu'en gros, il ait son indépendance, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui est très bien écrit dans son personnage, c'est que tu arrives sur un personnage où t'es très empathique sur lui, parce que même si c'est pas le personnage principal du film, c'est un personnage qui est extrêmement présent, en fait, qui est fort, et qui est attendu parce que c'est Kitano. Et là t'arrives... Ouais, mais j'ai une question pour toi. On crée de l'empathie pour lui, pour le personnage qui joue au début, ou pour Kitano? Alors, moi, j'étais vraiment sur le personnage. Après... Parce que, comme tu dis, la scène on n'a rien sur le personnage. Non, on n'a rien. On n'a pas de background, on sait pas ce qu'il est. On sait juste qu'il est Yakuza, qui se retrouve face à une assemblée de Yakuza en face de lui, qui sont en train de lui cracher à la gueule, et puis qui est en train de lui dire tu fais de la merde, tu nous rembourses, et puis tu dégages, quoi, en gros. Et puis tu te coupes un doigt. Voilà. Toi, c'est à ce moment-là que tu as créé l'empathiie, parce que tu t'es dit... Après... Mais c'est une vraie question, c'est pas un piège. Hein. Non, je l'ai pas vu comme ça, mais je pense qu'il y a le côté aussi de outsider. C'est-à-dire qu'il est face à une quinzaine de gars, et il est tout seul avec son bras droit, et tu vois là, qui... Ouais, tu vois, t'avais plus le côté injustice. Ouais, voilà. Moi, c'est ça, c'est plus comme ça que je l'ai ressenti. Je comprends. Après, comme je disais, je pense que le fait aussi que ce soit Kitano qui joue le rôle, et donc c'est un personnage qui est attendu, ça a peut-être joué aussi. Moi, je pense qu'il y a les deux, hein. Ça a dû jouer. Je pense que les deux, ça joue énormément. Ouais. Et c'est là que je trouve hyper intelligent l'écriture de Kitano, justement. Ouais, complètement. Et c'est impressionnant parce que pour un premier... Moi, je le mets vraiment dans un premier film. Parce que c'est le premier film qu'il écrit tout seul. Ouais. C'est du génie. Franchement, c'est du génie. Kitano, c'est vraiment un dieu. Et même si le film, il n'est pas, on va dire, exempt de défauts, il arrive à combler justement ces défauts-là avec une justesse dans des écritures et dans toutes les fulgurances qu'il arrive à mettre. Et donc, ça en fait un film... tu vois, pour le coup, moi, les défauts, je les ai pas vus. Hein. Non, mais en fait, moi non plus. Mais en fait, c'est ça que j'allais dire, c'est que le film, en fait, il a quasiment pas de défauts. Parce que pendant que tu regardes le film, tu te dis, pourquoi tu te barres dans tous les sens ? Dans le film, tu te barres ici, tu mets des personnages, tu vas dans des scènes, machin. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ? Et quand tu arrives à la fin, tu te dis, putain, le mec, c'est un génie. Mais, par exemple, moi, je sais que généralement, on a le sentiment inverse, c'est-à-dire que c'est toi qui vas dire, moi, je me laisse porter, je me pose pas de questions, et moi, je vais me dire, mais pourquoi tu m'emmènes là ? Et pour le coup, là, je l'ai pas du tout eu, quoi. Je l'ai vraiment vu, genre, je sais que Kitano, il va m'emmener quelque part, je sais qu'il a prévu le chemin, et vas-y, tu roules. Ouais, peut-être, mais après, moi, je te parle de sentiments que j'ai eu dans le premier visionnage. Mais ça, il y a 20 ans, tu vois. Là, le film, je le connaissais par cœur, donc j'avais pas besoin de me laisser transporter ou de chercher des défauts. Mais moi, la première fois que je l'avais vu, en plus, c'est assez bizarre parce que Jugatsu, c'est l'un des derniers que j'ai vu de Kitano, en fait. Ouais, ok. Avant ça, j'avais déjà vu les Hanabi, Aniki mon frère. Je crois que Aniki mon frère, c'est le premier film de Kitano que j'ai vu. Et c'est à partir de là que j'ai... c'est là où c'est ce que tu m'avais dit aussi déjà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai bouffé tous les Kitano, tu vois. Et Jugatsu, je crois que c'est un des derniers que j'ai vu. Okay. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il y a une rupture dans tout ce que j'ai vu avant. Mais quand tu le remets chronologiquement, c'est logique. Et tu te dis, attends, mais là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, T'as pas fait comme dans les autres films où tu prends une tournure différente pour ton personnage, où tu vas dans une contemplation que tu nous as montré plusieurs fois, qui revient souvent dans tes films. Ouais. Et là, je me suis dit, il barre dans tous les sens. Je sais pas ce qu'il veut me raconter, parce que c'est souvent le cas dans les Kitano. C'est quand le film commence, tu te dis, ok, j'ai lu le pitch du film, je sais qu'il va parler de personnages qui vont évoluer dans un monde réel. Ouais. C'est ça, le Kitano. Et à partir de là, tu te dis, mais où est-ce que tu vas m'emmener ? Ouais, ils vont faire quoi tes personnages en fait ? Qu'est-ce qu'ils vont faire tes personnages ? Et dans celui-là, je me dis, il va m'emmener là. Ah non, il m'emmène pas là. Parce qu'il y a un autre récit qui vient se greffer au truc, il y a un autre personnage qui vient, et là tu te dis, jusqu'où ça va aller ? Et là tu te dis, mais là c'est dommage parce que t'as oublié ci, t'as oublié ça. Non. Le mec derrière, il retombe toujours sur ses pieds, et il arrive à te prendre au dépourvu, il arrive à te prendre avec de la mélancolie, de la contemplation, et avec ses écritures de personnages qui arrivent à tout relier et à effacer tout ce qui t'a fait douter. Ouais, c'est ça. C'est que t'as des doutes sur l'évolution que vont avoir les personnages et ce qui va... La fin, quoi. En gros, qu'est-ce qui va leur arriver, comment ils vont arriver au dénouement. Mais par contre... T'as pas de doute sur... moi, j'avais pas de doute sur le fait que Kitano allait nous faire un truc de fou, quoi. Oui, non, c'était sûr. C'était sûr.
Enfin, tu vois, pour le coup, là, j'ai hâte de réécouter l'épisode parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est parti nous-mêmes dans tous les sens. Ah, c'est possible. Comme pour le film, tu vois. Ouais. Et de toute façon, déjà, on peut pas en raconter beaucoup plus. Non, c'est vrai que On peut pas aller beaucoup plus loin dans le récit. Ce serait vraiment dommage de spoiler parce qu'il y a, comme pour les autres Kitano, hein, mais je veux dire, on en avait déjà parlé sur Sonatine, il y a justement ces switches et puis ces différences en fait de niveau d'écriture suivant les scènes. Si on explique ce qui se passe dedans, en fait, tu perds la puissance en fait et l'impact que ça va avoir sur le visionnage. Et pourtant, c'est pas des énormes trucs, mais c'est juste des. C'est précis. C'est plein de petits éléments. En fait, c'est plein de petites bombes qui te disséminent dans le film et qui viennent exploser dans le film. Exactement au bon moment. Puis là, tu vas basculer dans une autre histoire, tu vas basculer dans un autre sentiment. C'est ça. En fait, ces sentiments-là, il faut les découvrir. Ces petites bombes-là, en fait, il faut les amorcer nous-mêmes. En fait, il faut qu'on les amorce dans le film pour qu'on puisse continuer à évoluer avec les personnages dans le film. Parce que le cinéma Kitano, c'est ça avant tout. C'est tu évolues avec les personnages du film. Clair. C'est exactement ça. Voilà. On va s'arrêter là, je pense. Parce que... c'est une bonne phrase de fin, ça. Donc voilà, Jugatsu, le deuxième Kitano qu'on traite dans le podcast, et le deuxième film du maître. Et ton grand plaisir. À mon grand plaisir, bien sûr, de toute façon. Et au mien aussi d'ailleurs, parce que moi j'ai kiffé. Donc, Et de toute façon, maintenant j'ai qu'une seule hâte, c'est de parler des autres, parce que ce qui va arriver derrière, il y a encore du lourd. Hein. C'est clair. Il y en a encore que j'ai pas vu aussi, parce que pour le coup j'en ai vu moins. Lesquels Violent Cop, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu, Violent Cop Il y a des... Ouais, Aniki, mon frère, si, je sais plus. Ce qui se passe aux États-Unis Je crois pas. On en a beaucoup parlé de celui-là, mais je suis pas sûre de l'avoir vu. Ok. Avec Omar Epps. Dr House. Ouais, Omar Epps, je vois qui c'est, mais non, je crois pas. Okay. On en a beaucoup parlé et je crois que j'ai peut-être vu des bouts, mais des extraits, je veux dire, mais et Anabi, je crois que je l'ai pas vu non plus. Anabi, mais si, on l'a vu il y a pas longtemps. Non, c'est Sonatine qu'on l'a vu quand même. Non, on l'a vu il y a pas longtemps. Avant qu'on commence le podcast, on a regardé un. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Pardon, c'est pas. On l'avait acheté, on l'avait retrouvé en Blu-ray, on l'a regardé aussitôt derrière. Si, on l'a vu il y a pas longtemps. Oui, et c'est bon, je me refais le film. Si, parce que justement. J'avais confondu la Anabi fin. Avec Sonatine. Ouais. Quand on a fait l'épisode sur Sonatine, t'avais confondu les deux films. Donc j'étais restée sur mon idée que je l'avais pas vu, tu vois, mais qu'il m'en manquait un. Non, après, je crois que si les autres, je les ai vus. Après, il y a peut-être ceux qu'on a du mal à trouver, genre Getting Any, que t'as pas vu. Non, ça, j'ai pas vu. Ou Achille et la tortue, t'as pas dû voir. Non, ça, j'ai pas vu. Ceux-là sont très difficiles à trouver, ceux-là. Moi, j'essaie de les trouver aussi en Blu-ray. Je les ai vus en streaming à l'époque, pareil, mais pour les trouver en physique, c'est compliqué. Et après, les outrages qu'on n'a pas vus. Si, moi, j'ai vu l'outrage le premier, mais le 2 et 3, j'ai pas vu. Mais sinon, je crois qu'on les a tous vus. Hein. Ouais, Kid Returns, Silent Sick, et Tetsuki Gujiro, ça, je l'avais vu aussi chez mes parents. Après, Violent Cop, t'as pas vu. Violent Cop, tu vas voir, il est assez... Ouais. Là, tu vas voir... je pense que tu vas voir vraiment la différence entre les Kitano que tu connais. Ouais. Tu vois, toute sa patte graphique, toute sa patte mélancolique. Ouais. Et là, ce sera même plus une rupture de ton que tu vas voir avec Violent Cop, c'est tout autre. Dans ce film-là, je digresse encore, hein, parce que Kitano, je serais capable d'en parler pendant des heures et des heures. Mais juste la scène d'intro du film. Ouais. Déjà, pour toutes les... comment dire... tous les films que j'ai vus, il est très très bon sur l'intro des films. Moi, je vais même aller plus loin. La scène d'intro de Violent Cop, pour moi, c'est la meilleure intro qu'il ait fait dans son cinéma. Ok. Je retiens l'info pour tu vas voir quand on va le regarder. Incroyable intro, incroyable. C'est du Kitano. Et donc là pour Jugatsu, c'est quoi ta scène préf, pardon? Ma scène préf, c'est difficile. C'est difficile parce que pour moi en fait un Kitano c'est une scène complète en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi j'ai beaucoup de mal à choisir. J'ai du mal à comment dire à différents. Allez, si. J'allais dire, j'ai du mal à différencier les scènes, à couper le film en scénettes, tu vois. Ouais, et surtout, il y a des scènes qui seront hyper intéressantes, mais parce qu'il y a des répercussions de trucs d'avant, ou qui amorcent des trucs après. Et tout, tu vois, je vais prendre le risque, je vais prendre une scène qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui n'a rien à voir avec les personnages principaux, qui n'a rien à voir avec le déroulement du film. C'est la scène avec le jeune qui achète une moto. Ouais. Voilà. Moi, c'est juste celle-là parce que là, pour moi, c'est tout le génie de l'ellipse comique de Kitano. Ouais. Alors, je vais essayer de raconter un peu. Ça, je peux la raconter du début à la fin. De toute façon, elle n'a aucun impact dans le film. Ouais. Même limite, tu te dis, c'est
techniquement, c'est une scène que tu peux couper avant de sortir un film. Ouais, mais lui, il l'a non, laissé parce qu'elle est tellement magique Elle comme est scène. magique. Et en fait, je vais en parler justement pour débunker un peu ça. Cette scène-là, elle sert strictement à rien dans le récit, mais par contre, elle est indispensable dans le paysage du film. Ouais, je suis d'accord. Entièrement d'accord avec toi. En fait, on voit donc du coup Masaki avec son ami garagiste qui vont livrer une moto à un jeune. C'est ça. Et donc du coup, le jeune récupère une moto, c'est une CBR 400. Je connais pas trop les motos, mais je sais que les CBR en général, c'est la bonne bécane. Ouais. Donc le jeune, il est content, il a sa grosse moto, tu sais, un peu... je trouve que c'est le jeune un peu... comment on dit ça ? C'est sa mère qui a payé le... Oui, c'est sa mère qui a payé, mais tu vois, physiquement, tu sais, c'est un peu la petite Kaira de l'époque des années 90, tu vois, avec la coiffure décolorée, les petits colliers, les petits colliers, tout ça. Et donc il a sa moto, donc le vendeur, tiens, bah, tu choisis ton casque, j'ai pas besoin de casque. Et là, boum, 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 il part en bécane. Et cut. Et tu le vois assis au sol avec le visage en sang, où tu vois, après t'as un autre cut, t'as la caméra qui prend, comment dire, qui prend un plan large. S'élargit. Et tu vois la bécane au sol, une voiture complètement encastrée, et t'as le mec, le conducteur qui est debout, les bras ballants. Le gars, genre, putain, qu'est-ce qu'il m'a fait lui ? Puis t'as le mec qui est complètement en sang, qui est juste assis, il y a personne qui bouge, il y a rien qui bouge. Mais l'image, elle est magnifique. C'est ça. Et voilà, c'est juste cette scène-là. Celle-là, elle me fait marrer à chaque fois. Et celle-là, c'est marrant parce que du coup, tu vois, on en parle souvent dans le podcast, tu vois, en général, quand on se souvient pas d'un film ou de scènes de film, c'est qu'en fait, ça ni queue ni tête. Ça sert à rien. Et donc, tout ce qui sert à rien dans le film, en général, tu l'oublies parce que ça débunk complètement, donc t'as pas besoin. Mais cette scène-là, elle sert à rien dans le film. Mais par contre, ça fait 20 ans qu'elle est dans ma tête. Ouais. Parce qu'elle est juste magique, elle est bien réalisée. Et il y a un rythme à la kitanesque qui me... c'est magnifique. Personne n'arrive à le faire comme lui. Et personne n'y arrivera. Ah ouais, c'est clair. Puis ça a même un peu d'absurde dedans, moi j'adore. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est le côté burlesque de Kitano d'avant cinéma, tu vois. Il revient dans ces scènes-là. C'est ça. Et non, c'est magique. C'est magique, j'adore cette scène-là. Et toi ? Moi, je vais mettre la scène du karaoké. Ouais. Déjà... Première scène, forcément, tout le fond sonore, c'est un mec qui chante faux. Alors, juste avant que tu continues, deuxième petite anecdote, je sais pas si on a dit une. Anecdote pour le film. 8550. Ouais, anecdote pour le film. Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de bande originale du film ? Non. Il n'y a aucune musique dans le film. J'ai beaucoup senti les bruits qu'il y avait autour, mais effectivement, la musique, j'ai pas... Il y a zéro musique. La seule piste sonore qu'il y a, c'est la scène de karaoké. Ok. Même le générique de fin, il n'a pas de musique. Ouais, ça j'avais vu, mais... Donc, voilà, zéro musique. Et en fait, Kitano est connu pour son duo avec Joe Hisaishi, mais la collaboration, en fait, elle va commencer avec A Scene at the Sea, donc le 3e film. Ok. Voilà, ils se connaissent pas encore, ou alors se connaissent, mais ils n'ont pas encore travaillé ensemble. Ok. Donc voilà, c'est juste parenthèse fermée. Vas-y, je te laisse. Et ouais, donc en fait... Il y a Masaki, son pote du baseball, et Kitano et son bras droit, qui sont au karaoké. Donc le pote de Masaki est en train de chanter faux. Et il y a deux petits yakuza qui rentrent dans le karaoké. Et forcément, il y a concurrence avec Kitano. Et donc c'est le truc... la scène, mais genre ultra basique, tu vois, le bras droit qui... danse en slow à la boum, tu vois, avec une meuf, et puis Kitano qui arrive, qui met un gros coup de bouteille sur la tête d'un gars, et puis l'autre qui veut se venger. Hop, attends, je m'arrête, je tabasse le gars, puis je me remets à danser. Ouais, mais tu vois, le duo magique. Et puis après, moi, le truc qui m'a fait le plus marrer, c'est que donc Masaki, il a une super veste qu'il a fait lui et tout. Et au moment où en fait tu vois le bras droit qui se tourne, qui rentre dans le champ et qui se met de dos pour aller redanser, bah, tu vois qu'il a piqué la veste du gars. Piqué la veste, ouais. Il a bolossé Masaki et il lui a piqué sa veste. Ouais, c'est ça. Mais tout est magique dans cette scène. C'est ça. Et surtout la répétition de... Ouais, ça marche, mais... Ça fonctionne trop bien. Limite, t'as l'impression qu'en fait, tu vois, la caméra, elle tourne. Ouais, c'est ça. T'as l'impression, en fait, tu vois la même scène, mais d'un autre point de vue. Mais en fait, non, c'est juste répété. C'est ça. C'est juste
Voilà, une scène qui revient. Limite, ça fait genre le truc en boucle, tu vois, genre qui est... Genre, t'as imaginé, puis après que tu fais vraiment... Non, c'est juste... il s'est relevé, donc on lui a repété une bouteille sur la gueule. Et en plus, comme c'est un plan séquence, t'as l'impression qu'en fait, Kitano te dit, bon, tu vois, je t'ai filmé la scène où en fait, j'éclate une bouteille sur la tête d'un mec, et puis mon pote derrière, il achève l'autre mec en lui mettant 2 patates dans la gueule. Bah, tu l'as vu dans ce... Comment dire, de ce point de vue-là, et bah le plan séquence il continue. On va faire un tout petit peu différent. Je passe d'un autre point de vue, et là, bah regarde, je te refais la même scène. Et tout ça avec le mec qui chante faux derrière, la meuf qui danse, les 2 meufs qui sont là, qui sont genre blasées d'être là, et Masaki qui est Masaki, c'est-à-dire qui est complètement pareil, blasé, absent, et qui se dit juste, mais putain, je me suis fait piquer ma veste, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, il y a tellement de trucs. Enfin, il y a plein de petits détails dans les scènes que j'adore, que Kitano il adore mettre aussi dans ses films. Plein de petits trucs qui reviennent, des running gags. Ouais, c'est ça. Pareil avec le running gag avec le motard qui revient aussi plus tard. Où là, il a un casque rose parce qu'il s'est pété la gueule une fois. Il s'est dit, bon, je vais mettre un casque rose qui a pas de visière, qui s'arrête vraiment aux dents, au chicot. Et puis, il se refait bolosser parce que il a entendu une insulte, mais c'était pas pour lui. Et puis il se prend des... Et il finit en sang encore. Voilà, il se prend 3 coups de boule dans la gueule, et puis 3 vrais coups de boule. Et voilà, il finit en sang. Et donc t'as le petit running gag souvent qui revient, mais ces scènes-là, elles sont marquantes parce que... en fait, parce que c'est rupture de ton, en fait. C'est ça. Les ruptures de ton, en fait, sont tellement énormes qu'en fait, ils te marquent. Ouais, et parce qu'elles sont bien maîtrisées, surtout. Ouais, carrément. Enfin bref, c'est du génie, Kitano. Je me lasserai jamais de le dire. Hein. Là, on est presque à 1 heure d'émission. On n'a même pas fini l'épisode sur Jugetsu que je continue à dire que c'est un génie. Donc, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. C'est comment dire, un avis fidèle. Voilà. Recommandation maintenant ? Ouais. Tu veux commencer ou c'est moi qui vais ? Vas-y, si t'as quelque chose. Moi, je vais parler d'une bande dessinée qui s'appelle La Contrebande Society de Forest Hill. C'est de Dave Baker et Nicole Goux. Et c'est très sympa. C'est l'histoire de 4 filles qui sont, je pense, je crois que c'est début du secondaire, donc ça fait genre fin collège, début lycée. Et en fait, l'histoire s'ouvre, elles vont acheter en contrebande des DVD gravés de Miyazaki. Donc dans le lot, il y a une meuf qui est fan d'animé, mais hardcore. Et puis après, donc il y a une qui est une éducation très très religieuse. Donc c'est la petite fille qui veut pas faire, comment dire, des choses qui sont pas légales, pas chrétiennes. Il y en a une dans l'eau qui est lesbienne et qui n'arrive pas trop à se l'avouer et du moins à vivre son homosexualité pleinement. Et puis il y en a une qui est un peu vénère et tout ça. Et ce problème, c'est que les DVD de Miyazaki, c'était pas du Miyazaki. C'était des hentai. Donc c'était un film d'animation qui s'appelle Super Love XL et le personnage principal, c'était une humanoïde géante qui lance des lasers par ses sangs et qui essaye de pas se faire attraper par une tentacule, quoi. Ok. Et donc après, ils se disent, on a besoin de thunes pour acheter des vrais Miyazaki. Et donc elles vont décider de graver, en fait, donc de regraver les DVD à la chaîne pour les vendre dans le lycée aux gars. Ok. Et c'est super drôle, en fait. Je trouve qu'il y a un effet très Scott Pilgrim. Ah ouais. Il y a un côté qui est très détaillé, donc ça peut être assez bavard, ça qu'il y a beaucoup de bulles, mais en même temps c'est hyper dynamique, il y a plein de petits détails, tu vois, on va voir des personnages, et puis pour chaque personnage on va voir plein de petites anecdotes qui vont arriver sur le personnage pour bien comprendre sa personnalité. Et puis c'est très drôle, il y a justement la dynamique du groupe, il y a une des personnes qui est pas dans le même lycée, donc il y a un peu aussi après cette différence-là qui va se créer dans le groupe. Et ça parle du passage à l'âge adulte, comment dire, les préférences sexuelles, le début de la sexualité, et après aussi juste l'amitié, la sororité, la fraternité aussi qu'il peut y avoir avec les personnages masculins. C'est super sympa, quoi. Franchement, c'est une bonne bande dessinée que je m'attendais pas du tout à voir. J'ai pris ça à la bibliothèque. Ok. Et en fait, franchement, bonne surprise. C'est en plus très bien dessiné. Et franchement, c'est drôle, quoi. Ok, ouais. Ça a l'air sympa. Donc voilà, La Contrebande Society de Forest Hills. Ok. Et toi ? Moi, c'est pareil. J'ai toujours pas consommé grand-chose ces derniers temps.
Mais je vais parler d'une lecture qu'on s'est fait mutuellement il y a pas longtemps. Ouais. Donc c'est Léviathan. De Eiji Otsuka. Alors, je suis désolée, hein, mais voilà, Léviathan, c'est trop bien. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Donc, petit teasing, on avait lu ça pour enregistrer un podcast. Ouais. On vous dira pas avec qui et où. Ouais, pas tout de suite. Parce que, en fait... Faut que vous restiez... Parce que ça arrivera. Donc, je vais pas en parler trop longtemps. J'avais juste envie de le conseiller parce que c'est ma deuxième lecture de ce manga et c'est toujours une claque. Ouais, franchement, mais c'est... Donc, je vais essayer de raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un voyage scolaire à bord d'un vaisseau spatial qui s'appelle le Léviathan. Et en fait, il va arriver une catastrophe où il y aura une pluie de météorites qui va détruire le vaisseau bateau croisière de l'espace. Du coup, il y a un groupe d'enfants d'une douzaine d'années, je crois. Ouais, c'est ça. D'une douzaine d'années qui se retrouvent en fait emprisonnés dans un espace du vaisseau qui n'a pas été endommagé. Ils ont plus que... Alors, je crois que c'est 50 heures. 50 heures, ouais. Quelque chose comme ça. Quelques jours, 2-3 jours, je crois pas plus. 2-3 jours d'oxygène. Enfin, c'est un groupe d'enfants et il n'y a que quelques adultes, donc c'est des professeurs. Et en fait, on va apprendre qu'il n'y a qu'une seule capsule de survie à bord du vaisseau. Il y a un groupe d'élèves complet, plus des professeurs. Et donc, voilà, je ne vais pas tout raconter. En parallèle, en fait, on va voir un groupe de pirates de l'espace. Ouais. Enfin, c'est les chasseurs de trésors de l'espace, quoi. Ils cherchent des épaves. Ouais. Et donc, on les voit en parallèle, eux, se retrouver face à l'épave du Léviathan. Donc, ce groupe de mercenaires-là vont pénétrer le vaisseau pour voir ce qu'ils vont trouver. Ouais. Et en fait, on va suivre un des pirates qui va retrouver le journal intime d'un des enfants. Et en fait, en avançant dans les débris, on va comprendre ce qui s'est passé. Ouais. En croisant avec le carnet, quoi. En croisant avec le carnet. Enfin, oui, voilà. Ce qui s'est passé avec le groupe d'enfants. Et voilà. Le seul truc que je peux vous dire, c'est mélange Battle Royale, mélange science-fiction. Enfin, il y a voilà. Juste Battle Royale dans l'espace, voilà. Ouais, ça c'est bien. C'est un Battle Royale dans l'espace avec des enfants en plus. Donc, pour ceux qui détestent les enfants, vous allez adorer le manga. Moi, j'adore les enfants, mais j'adore le manga aussi. Ouais, j'ai adoré pareil, mais c'est très très fort parce que c'est très dur. Mais voilà, il y a énormément... C'est en 3 tomes. Ouais, donc c'est hyper accessible. C'est hyper accessible. Chaque tome, en fait, a plus ou moins une ligne directrice, on va dire. Ouais. On a le premier volume qui est un peu plus dans la survie. Ouais. On va apprendre vraiment tout ce qui se passe, comment va se tourner la survie dans le vaisseau après la catastrophe. Le deuxième volume, ça sera vraiment un Battle Royale. Et t'as le troisième volume qui va dérouler sur tout ce qui s'est passé jusqu'au... c'est les révélations, quoi. Jusqu'aux révélations. Et c'est incroyable. Et puis donc, juste le dessin est époustouflant. Ouais. Et vraiment... magnifique. Moi, j'ai souvenir, hein, quand on a refait la lecture, c'est que j'avais déjà eu ce sentiment-là la première fois. Mais je savais, quand j'y suis retournée, je savais que le premier sentiment que j'avais eu quand j'avais lu le livre la première fois, c'est les dessins sont ouf, quoi. Ouais. La narration, elle est extrêmement intelligente, précise, tout fonctionne super bien. Et puis tu le relis, je fais je vais bien aimer, mais comme c'est ma deuxième relecture, je serais moins épatée, quoi. Mais non, tu reprends le même plaisir. Je reprends le truc et j'ai pris la même claque, quoi. Et même, on en avait parlé aussi un peu en off, mais on a vu des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture. Ouais. Et ça, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est clair. Et surtout dans le troisième volume. Le troisième volume, en fait, il est riche déjà en qualité graphique, parce qu'il a pris une patte de fou. Il est riche en révélations. Ouais. Il est riche en idées complètement. De narration. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ouais, tout fonctionne bien. Les plot twists sont mis exactement au bon moment et fonctionnent très bien. Donc, c'est jamais étiré ou on invente des trucs d'un milliard de bouts. Ça fonctionne super bien. Et et puis, donc, autant l'histoire, les personnages principaux, secondaires, tout est excellent. Ouais, tout est ouf. Et donc, c'est chez Kiun. Pour parler un peu de l'édition, vous allez voir sur les jaquettes. Les jaquettes, elles sont magnifiques. C'est ses peintures. Hein. Ouais. C'est des peintures qu'il a fait. Donc il y a vraiment 2 styles entre la couverture et l'intérieur. Ouais. Mais bon, ça dénote pas complètement. Et puis il y a des pages peintes aussi, les premières pages. Oui, c'est ça.
c'est ça. Le petit plus pour cette édition-là, c'est les tranches des pages qui sont noires. Ouais. Et avec les couvertures noires, ça fait un bel ouvrage, quoi. Ouais, franchement... C'est belle édition, c'est un beau bouquin, c'est un format manga, mais un peu plus grand. Ouais, c'est vrai. Donc pour ceux qui suivent un peu, c'est un peu le même format que City Hunter, les Cat Size, tout ça qui ont été réédités. Donc c'est vraiment un beau format. Et ça se lit tout seul, en 3 volumes. Faut pas se priver, faut jeter dessus. Allez-y. Voilà. Très bien. Quiz Place time. au quiz. Quiz time. J'ai mis... Ah, ma carte, elle est là. Allez, c'est parti. Tentative de remontada. Ouais. Oui, parce que 46-43 pour toi. Ouais. Il faut que je remonte de 3 points, donc il va falloir que je me sorte les doigts. Ou que je remonte mes manches pour les plus pudiques. Alors, je suis fatigué. Moi aussi. Allez, première question pour toi. Quel festival se déroule à l'Alpe d'Huez depuis 1997 ? Oula, mais mon cerveau, c'est pas du tout une heure pour que je parle des Alpes. Surtout que je connaissais pas du tout ce... Les Alpes de Huez. Ouais. Donc, c'est les Alpes ou c'est... Les Alpes d'Huez. Ok, ouais, super. J'en sais rien. Le festival du film de comédie. Ok, cool, je l'aurais jamais eu. Avec quel film en 2 parties Alain Resnais a-t-il réglé la question du tabagisme au cinéma ? Un film en 2 parties ? Alain Resnais. Alors, le titre du film, il est en anglais, cherche pas un titre français. Smoking ? Bah, presque. C'est quoi ? Smoking, no smoking. Oh, putain. À toi. Où Anita Ekberg prend-elle un bain de minuit pour Federico Fellini et Marcello Mastroianni ? À Venise ? Non. C'est la fontaine de Trevi à Rome. Ok. Dans la Dolce Vita. Ah, ouais, je l'ai pas vu. Où se déroule l'essentiel du film L'affaire Dominici ? Où se déroule ? Faut se trouver un pays ou une ville ? Non, un lieu. Ah, un lieu, c'est pas un... L'affaire Dominici, je sais pas, moi, dans un palais de justice. Ouais. C'est ça ? Un tribunal. Pouah, j'ai dit au hasard. J'allais dire quel génie, mais non, au hasard. Tour à tour, roi imposteur et jésuite modéré, flic incorruptible et agent de sa majesté, je suis... Waouh. Alors, là, il faut que je trouve un acteur, on est d'accord ? Ouais. Donc, tu peux me redonner ce qu'il fait ? Alors, il a été roi imposteur et jésuite... C'est Sean Connery ? Voilà. Qui a incarné à la fois Popeye et Peter Pan, Roosevelt et Eisenhower ? Robin Williams. Ouais. Tu avais juste à se souvenir de Peter Pan, c'était Ouais, bon. non, mais même à Popeye, je l'avais. Ah, je l'ai pas, moi, Ah, pas vu, j'ai jamais vu celui-là. J'ai vu ça il y a longtemps, quand Ouais. j'étais petit, ouais. C'était troublant de le voir en Popeye. Ah ouais ? Ouais, c'était troublant. Surtout que moi, je l'ai vu, je crois, après Hook et tout ça, donc Ok. je l'ai vu très tard, le film, mais... Alors, bain de foule et cheveux longs, herbe dans les champs et les poumons, concert non-stop, y a pas de doute, on regarde. Woodstock. Ouais. Alors, dans cette cité futuriste qui se détraque à cause d'une mouche, on ne danse pas la samba. Pas tout compris, mais... Alors, dans cette cité futuriste qui se détraque à cause d'une mouche, on ne danse pas la samba. Hook. On danse pas la samba, non, donc ça c'est sûr. Non, c'était une joke. Parce qu'on parlait de... Enfin bref. Non, je suis en train de réfléchir. En gros, tu peux retrouver avec la samba, justement. Une ville où on danse la samba. OSS 117, Rio ne répond plus. Alors, ça aurait pu, mais non, c'est Brésil. Ah, bah ouais, mais j'ai pas vu. Ouais. J'ai toujours pas vu ce Moi film. non plus, mais... Retrouvez les 2 films de John Landis qui se cachent dans ce titre, Un fauteuil à New York. Un fauteuil pour 2 ? Et... Un prince à New York. Ouais, c'est facile. Quel succès de Richard Donner a pour titre original Lethal Weapon ? L'arme fatale. Ouais, j'allais dire là, si tu l'as pas, ça va pas le faire. Donc tu as 1, 2, 3. 3. Et toi, tu as 1, 2, 3. Voilà, donc... Voilà, Same. on joue pour rien, quoi. on pousse le score et puis... C'est ça. C'est pas grave, je gagne. On peut rester comme ça. Donc 49-46 pour toi. Ouais. Et Maintenant, maintenant... qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine ? Qui passe après Kitano ? Bah, Kitano.
Alors, pourquoi pas? Moi, je suis pour, hein, mais je suis pas sûre qu'on ait, autant de chance. Ah, bon, c'est bon parce qu'on a autant de films, mais Non, mais parce autant de chance, qu'on a je sais quand pas. même... Quoi qu'en même temps, on a fait 2 Kitano dans le premier... Ouais. Mais il y avait la première moitié de saison, mais en même temps, on avait mis beaucoup de films de Kitano. Oui, il y en a un paquet. Donc, On l'a fait exprès, enfin, ouais. Enfin, exprès. j'ai fait exprès. Et j'en ai mis quelques-uns, oui, mais je t'ai moi aussi. incité à en mettre pas mal pour... Allez, c'est parti. Ouais. Allez, tu fais le décompte. Allez, 3, 2, 1... Ah, Ah, encore? ouais, dis donc, t'as de la chance là. Hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, voilà, pour le coup, je sais. Bah, donc- si c'est le même que Titi la dernière fois, je sais aussi. Hein. Ouais. Ouais, donc, bah, tu sais quoi? Bah, eux, ils vont pas le savoir, parce que je vais le couper au montage, parce que l'épisode n'est pas encore sorti. Ouais, ok. Et je vais le couper au montage. D'où on le sait, du coup. Nous, on sait. Ouais. Bah, moi, si t'as pas changé depuis la dernière Oh, fois... bah, j'ai, après, je peux peut-être changer, hein. Je peux peut-être changer, parce que... Je sais pas, on verra. Je vais réfléchir, j'ai 24 heures pour réfléchir. Ouais. Donc oui, on vous a pas dit. Parce mais... qu'avec tout ça, on se parle, mais les gens voient pas ce qui est écrit sur notre écran. Donc je suis retombé sur la case où je dois rechoisir un film coréen de mon choix. Voilà, donc après The Strangers, Ça sera l'autre. ce sera l'autre. Voilà. Nous, on Ouais. le sait, enfin on le sait Ouais. plus ou moins. Moi, je le sais en tout cas. Et quoi Et que je moi, regarde... j'ai hâte si c'est ça. Je reparcours la liste. Ouais, c'est dur, hein. C'est très difficile. C'est très difficile. Enfin bref, voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine à nouveau Pour un film mystère de Kiko. Voilà, mon deuxième film mystère du podcast. Ouais, ça va être bien ça. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao, portez-vous bien.